L'actualité, c'est Emmanuel Macron qui était face à des citoyens hier dans la Drôme. Au-delà de la performance, j'ai envie de vous demander de l'opération de communication, qu'est-ce qu'il y a à relever pour les Français ce matin ? C'est pas de la communication, c'est du dialogue, c'est de l'écoute, il l'a dit. Je me souviens que encore hier matin, certains opposants ou certains commentateurs disaient finalement c'est facile de passer 6 heures devant des maires. Laurent Wauquiez, je leur conseille d'essayer de le faire, Laurent Wauquiez par exemple, mais les vrais Français, sous-entendu les maires ne seraient pas des vrais Français, ce qui m'a fait un peu hoqueter, le président de la République ne va pas les voir. Et puis, hier soir, le président a passé 3 heures avec des Français qui débattaient. 3 heures d'écoute, 3 heures aussi de réponse, sans concession. Les questions étaient sans concession. Il y a eu un dialogue respectueux. Sur le fond, le président de la République a apporté une précision qui est importante sur le glyphosate. Il a dit que manifestement, on n'arriverait pas à abandonner 100% du glyphosate dans 3 ans, ce qui était pourtant l'objectif, parce que sinon, l'agriculture allait s'effondrer. Ce matin, les écologistes sont fous furieux et parlent d'un renoncement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, comme d'habitude, il y a une surinterprétation de ce qui a été dit. On a toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'on allait pousser toutes les solutions pour tous les territoires où il était possible d'abandonner le glyphosate. On le fera. C'est en train de se faire petit à petit, ça avance. Simplement, on sait aujourd'hui qu'on ne sait pas se passer de glyphosate sur certains terroirs précis pour lesquels c'est compliqué. Le but, c'est pas d'être idéologique et de mettre des agriculteurs en grande difficulté. On le fera partout où c'est possible. On pense qu'aujourd'hui, on a entre 80 et 90% des territoires où c'est possible d'avoir des solutions alternatives. La question, c'est sur les 10% qui restent. D'ici 3 ans, est-ce que la recherche aura progressé ? Si oui, tant mieux. Sinon, on ne mettra personne en difficulté. Alors les gilets jaunes vont avoir une liste. En tout cas, il y aura une liste avec des gilets jaunes, pour être plus précis. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, non ? Parce que électoralement, ça risque d'affaiblir la liste du Rassemblement national de Marine Le Pen. Écoutez, la question, c'est pas le calcul politicien. La question, c'est de savoir si des gens qui portent des idées préfèrent les porter dans le dialogue et dans le processus démocratique qui consiste à se présenter à une élection, ou préfèrent le faire dans la rue, samedi après samedi, voire appeler à des nuits jaunes ou considérer que la violence est légitime. Évidemment, je préfère voir des gens avoir le courage de se confronter au suffrage universel. C'est courageux, c'est pas simple. On voit qu'ils sont critiqués de partout, mais je trouve que quand on a envie de porter des idées, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a quand même une question sur cette campagne des Européennes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, les adversaires de l'Union européenne telle qu'elle existe sont déjà en ordre de marche, avec des têtes de liste, sont en campagne. Et du côté de la République en marche, on attend la fumée blanche, qui mènera la liste, avec quel équilibre au sein de la liste. Est-ce qu'il n'est pas le temps Vous êtes d'une cruauté faire terrible, campagne ? parce que vous oubliez que le Parti socialiste existe et n'a pas désigné sa tête de liste, que les Républicains existent et n'ont pas désigné leur tête de liste. Ce sera fait dans quelques heures. Je ne sais pas, vous êtes sûrement mieux informés que moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est les anti-Union européenne. C'est quand même... Il y a un déséquilibre. C'est pas inintéressant de les entendre, précisément. C'est pas inintéressant d'entendre Madame Le Pen mentir, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan mentir, raconter n'importe quoi aux Français sur le traité d'Aix-la-Chapelle. Ça permet de savoir que ce populisme-là consiste à parler à la place du peuple, mais surtout à mentir effrontément au peuple, à mépriser le peuple. On a vu tout à l'heure, vous les avez regardées avec nous, les images en provenance du Venezuela. Jean-Luc Mélenchon accuse la France de soutenir un coup d'État au Venezuela. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Mais enfin, Monsieur Mélenchon défend un régime qui tire à balles réelles sur des manifestants courageux, pacifiques. Il défend une dictature, il défend l'absence de démocratie au Venezuela. Et après, il vient parler d'insurrection et de violence policière en France. Je crois que M. Mélenchon a l'esprit assez confus. Ce qui se passe au Venezuela depuis des années est gravissime. C'est un pays qui souffre, ce sont des habitants qui souffrent. Moi, j'ai une pensée pour eux parce que c'est un pays que je connais bien. Est-ce que ce n'est pas quand même un coup de force que le président du Parlement, Juan Guaido, s'autoproclame devant la foule président par intérim ? Je parle de retour à la démocratie. L'Assemblée, le Parlement vénézuélien a été élu démocratiquement.
diplomatiquement. En revanche, M. Maduro, cette année, l'année dernière plutôt, en mai de l'année dernière, a fait lui-même un coup de force. J'appelle à l'apaisement, bien sûr, à pas de violence, bien sûr, mais aussi à écouter la voix de ces dizaines, centaines de milliers de Vénézuéliens qui manifestent, et puis ces centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont été obligés de quitter leur pays parce que c'est la famine, parce que c'est la faillite, parce que c'est un pays qui va extraordinairement mal, alors que c'est un pays extraordinairement riche. Parlons du Brexit, puisque c'est vous qui êtes là, largement en charge de ce dossier. Vous êtes notamment en charge des ordonnances, puisque le gouvernement est habilité à prendre ces ordonnances. Concrètement, quelle dernière décision le gouvernement a prise pour faire face à la perspective d'un no deal, comme on dit? Il y a 3 façons de se séparer, j'allais dire, dans la vie ordinaire et entre les pays aussi. Soit de se séparer de manière ordonnée, soit de se séparer brutalement, soit finalement de revenir sur sa décision et de ne pas se séparer du tout. Se séparer de manière ordonnée, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ça fait 2 ans que loyalement, l'Union européenne respecte le vote des Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne. Et donc nous avons conclu avec le gouvernement britannique un accord de retrait, les conditions de notre séparation, et nous souhaiterions que cet accord puisse entrer en vigueur. Pour le moment, il n'a pas été ratifié par le Parlement britannique. Il y a tout un débat à Londres. Ce n'est pas à moi à débattre à la place des Britanniques. Il n'y a pas de plan B. Mais Mme May est revenue dire, et elle a raison, que si cet accord de retrait n'est pas ratifié, c'est une séparation brutale qui peut arriver, puisqu'on voit que la classe politique britannique est très divisée, ou alors pas de Brexit du tout. Là encore, ça n'est pas à moi de le dire, mais c'est à moi de faire en sorte que nous soyons prêts au cas où on en arrive à une séparation sans accord. Une séparation sans accord, ça veut dire qu'au 30 mars, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, que nous n'avons conclu aucun accord pour la suite, pour le moment, et que de manière transitoire, il faut remettre en place des contrôles douaniers, des contrôles réglementaires, et puis il faut s'assurer que nos compatriotes qui reviendraient du Royaume-Uni ou les Britanniques qui vivent en France voient tous leurs droits sauvegardés. Les ordonnances, c'est ça. Ça veut dire concrètement que les Eurostars qui partent de Paris s'arrêteront à Calais-Coquelles pour des contrôles douaniers? Ça veut dire concrètement non, parce que vous le savez, avec les accords du Touquet, nous sommes capables d'avoir des contrôles à l'embarquement, et c'est ce qui continuera à se faire, contrôle français, contrôle britannique. Mais pour les marchandises qui arrivent par le tunnel ou qui arrivent par les ferries, le but c'est de faire en sorte que nous mettions en place ces contrôles, parce que ça veut dire l'entrée dans l'Union européenne, mais que les échanges restent fluides, parce que nous sommes une porte d'entrée, la porte d'entrée principale pour les marchandises du Royaume-Uni en Europe. C'est pour ça que Gérald Darmanin, nous y revenons, a recruté 700 douaniers sur 2 ans. C'est pour ça que nous avons recruté des vétérinaires. Tous ces agents publics sont en cours de formation. C'est pour ça que nous construisons des aires de stationnement, des parkings, pour faire en sorte que les infrastructures nécessaires au contrôle soient prêtes et qu'on ne s'embouteille pas à Calais, à la sortie du tunnel. Pour les affaires européennes, il y a quand même un pays avec qui ça se passe très mal en ce moment, c'est l'Italie. L'ambassadrice a été convoquée à ma demande. Chez vous. C'est pas vous qui l'avez reçue, mais... Non, parce que je n'étais pas là. Alors, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez fait dire, en tout cas, à cette ambassadrice? Qu'il y a des déclarations qui sont aussi inutiles que superflues de la part de certains leaders politiques italiens. Vous dites qu'il y a un pays avec lequel ça se passe mal. Là, je reprends. Non, ça se passe très bien avec le peuple italien. C'est un peuple formidable. Ça se passe très bien. Il y a des échanges, y compris sur des sujets compliqués. Il n'y a pas une francophobie quand même qui se... Non, il y a, me semble-t-il, une compétition à l'intérieur d'un gouvernement de coalition qui est un gouvernement compliqué. Vous avez vu que sur un sujet comme le sujet de la liaison Lyon-Turin, il y a un désaccord profond entre le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et la Ligue de Matteo Salvini. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce que font les populistes en général quand ils ont du mal, c'est qu'ils vont chercher un ennemi extérieur. Donc ils ont inventé d'insulter la France, les Français. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a quand même pas été non plus très diplomate envers la nouvelle coalition. Bon. Citez-moi un terme comparable à ce qui vient d'être dit. Alors, le but, c'est pas d'être dans l'escalade. Le but, beaucoup d'Italiens savent vivre sans leur gouvernement depuis très longtemps. Et la relation entre la France et l'Italie continuera. Mais ce que je considère, c'est qu'on n'a pas à se laisser insulter.